va toujours nous faire comprendre que tu viens de quelque part, que t'es pas juste français, que t'es pas juste américain ou britannique. On va te dire, oui, t'es allemand, mais t'es noir. Donc forcément, pour toi, ta diaspora, c'est ton pays d'origine. Ce que j'entends surtout, c'est le désir de connexion. Ok. D'avoir besoin d'un point d'ancrage, en fait, pour des fois peut-être briser la glace, des fois se sentir un peu moins seul, parce que une des caractéristiques aussi, je pense, des différentes diasporas, c'est la solitude. Je compare un tout petit peu la diaspora africaine qui est ici versus celle qui est en France versus ici. C'est-à-dire que pour être en mesure d'être reconnu, d'arriver dans les strates, comme tu dis, il faut sortir de l'ENA, il faut sortir de l'ESSEC ou même simplement de la Sorbonne. Mais quand tu as fait Paris 13 comme moi, tu vas galérer pour avoir l'emploi. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de Racine et Réflexion. Donc, dans cet nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'espère que vous aussi. Donc, on va parler de diaspora. On va essayer de comprendre ce que c'est que la diaspora africaine. Donc, on va parler des défis qu'on rencontre, chacun d'entre nous, là, en tant que membre à part entière de cette diaspora-là. On va parler des défis aussi, des joies aussi d'appartenir à cette diaspora-là. Et on va essayer vraiment de voir ce qu'on peut faire pour surmonter en fait ces défis-là afin de déconstruire et de pouvoir mieux vivre ensemble. Donc, pour commencer, pour la petite définition, il faut savoir que la diaspora africaine, comment je peux définir le terme? C'est vraiment tous les afro-descendants. Donc, moi, je vais parler plus je vais dire tous les migrants qui sont venus, que ce soit en Europe, au Canada, ou peu importe la partie du monde, pour des raisons économiques, politiques, ou même parfois éducatives. Donc, toutes ces personnes, elles font partie de la diaspora, même des gens qui sont nés en Europe ou au Canada, mais qui sont liés par leurs racines ou même par leurs parents, une attache à l'Afrique. Donc, toutes ces personnes-là font partie de la diaspora africaine. Et j'ai envie de dire aussi tous les afro-descendants d'Afrique. C'est-à-dire tous ceux qui sont, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, dans cette définition de diaspora, là, j'ai envie d'inclure en fait toutes les personnes qui ont été déportées. Alors, tout ce qui est traite. Ouais, pas des Antillais, par exemple. Voilà. Je ne sais pas trop si on doit les inclure dans cette diaspora africaine. Je me posais un peu la question, mais moi, selon ma définition, je les inclus. Peut-être que vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, vous me direz, mais moi, j'aurais tendance à les inclure dans cette définition de diaspora africaine. Après, ils peuvent ne pas en faire partie, mais dans ma définition, en tout cas, c'est ça. Donc, voilà. Et là, avec moi, j'ai mes 3 invités, donc je vais les laisser se présenter. Voilà. Et après, on pourra commencer. Ok. Qui veut commencer? On aurait monsieur. Johanna. Et Oui, c'est vrai, tu es nouvelle. Tu es nouvelle, Oui, Johanna? Celle-là, on les connaît déjà. Ok. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Johanna, je suis camerounaise et je suis membre de la diaspora africaine Qu'est-ce que tu fais dans au la vie? Canada. Alors, beaucoup de choses. Je suis chargée de projet. Je suis aussi autrice, compositrice, interprète et musicienne. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis aussi une croqueuse de la vie. Oh, ça, Voilà. Sachez que c'est notre star ici, hein, Oh franchement. là là. Non, faut Retenez bien son nom, hein, Joëdy, Johanna Eke, Joëdy, vous allez entendre parler d'elle. C'est bon. Est-ce que vous allez vous présenter encore ou pas? Je Non. pense que Est-ce que maintenant, tu veux vous connaissez, prendre non? encore? Est-ce que mon nom, c'est pas racine? Est-ce que mon nom, c'est pas réflexion? Mais si jamais personne vous a... On sait jamais, on peut avoir des nouveaux abonnés ou des nouvelles personnes qui nous regardent. Donc, présentez-vous rapidement. Alors, si vous ne me connaissez pas, regardez l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Non, je m'appelle Priscilla, je suis française, d'origine congolaise de Kinshasa. Je suis au Canada depuis 3 ans et je travaille en recherche dans la toxicomanie. Voilà. Donc, Destin Mortinera, moi, un peu comme Priscilla, franco-canadien et congolais d'origine, congolais-angolais.
On va dire ça comme ça. Ouais. On va éviter les débats. Congolais, Congolais. Donc, voilà. On vous Ok. inclut toujours chez nous. C'est la famille. Donc, voilà, me concernant. Ok, Et merci. moi, je travaille Oui. en cybersécurité, en informatique, cybersécurité. C'est les postes, voilà. Ouais. Ah, j'ai pas précisé, je travaille en santé publique aussi. C'était Voilà. ça qu'on voulait dès le début. Santé C'est publique. ça. Et Présentation santé mondiale. Voilà. Santé mondiale. Ouais. Voilà, en plus d'être artiste, c'est une. Voilà, vous avez compris, non? Quand on vous dit c'est notre star, là. Ah, voilà. Vous n'écoutez pas. D'accord. Donc, alors, pour commencer, vous avez vu, dans ma petite définition, là, j'ai eu un peu d'hésitation et tout. Vous, comment vous définirez, en fait, pour vous, c'est quoi la diaspora africaine? Moi, je dirais que ce sont tous les ressortissants d'un pays à l'extérieur de chez eux. Donc, moi, je suis congolaise, c'est la diaspora. Même si j'habitais au Congo-Brazza, on va dire, c'est la diaspora. Parce que je ne suis pas dans mon pays. Pour moi, c'est ça la diaspora. Être en dehors de ton pays. C'est ton pays d'origine, du coup. C'est ça. Ok. C'est intéressant parce que... Oh, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Quand je réfléchissais au podcast, j'ai réalisé que, d'après même ce que tu dis, j'ai fait partie de la diaspora toute ma vie. Parce que je suis camerounaise, mais j'ai vécu toute ma vie j'ai jamais vécu dans mon pays. Donc, par définition, oui, mais la diaspora africaine, comment moi je me la représente, c'est les premières générations, deuxième peut-être, troisième, ça commence à se mélanger un peu culturellement, mais qui sont partis d'Afrique et qui ont encore cette attache culturelle à l'Afrique. Parce que, après, je sais que les définitions évoluent et tout, Ouais. mais il faudrait que la personne se sente représentante de cette diaspora africaine parce qu'elle a cette attache culturelle d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est comme ça que moi, je le définirais. Ok. Intéressant. Moi, j'épouserai les deux définitions, ça me convient parfaitement. Parce que on peut également, notamment pour venir à la deuxième, troisième génération, on peut également inclure l'individualité des gens. C'est-à-dire que tant que les gens ne se sentent pas ne se sentent pas appartenant à une racine, ils auront du mal à se définir comme étant un membre à part entière d'une diaspora. Moi, je prends l'exemple, par exemple, vous avez le cas, par exemple, de Claudicia, qui est un Antillais de la Guadeloupe, mais qui se sent à part entière membre d'une diaspora africaine. Ok. Tu vois, ça revient à ce que tu définissais tout à l'heure c'est-à-dire que tous ceux qui se sentent attachés à la mère patrie africaine, ou on parle ici notamment de la diaspora africaine, donc tous ceux qui se sentent attachés à la mère patrie africaine et qui ont été déportés d'une manière ou d'une autre, ou qui sont partis pour des raisons économiques, financières, etc., pour des raisons particulières. Donc ceux-là, c'est ça réellement les gens de la diaspora. Parce qu'ils sont sortis de leur pays d'origine ou de leur terre d'origine et ils sont retrouvés ailleurs pour des raisons particulières. Donc c'est tout ça là, c'est pour ça que je pose les deux définitions et même celle que tu as donnée préalablement. Ok. Et vous, quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous faisiez partie de cette diaspora-là et qu'est-ce que ça a éveillé en vous, en fait? Tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de diaspora africaine, mais on parle de pays d'origine, ce genre de choses. Mais je pourrais dire que je fais partie aussi de la diaspora française, qu'on fait partie de la diaspora française. C'est vrai. Mais je pense que... Pourquoi cette question-là? Parce que, qu'on le veuille ou non, étant des Français ou des Européens, on va toujours nous faire comprendre que tu viens de quelque part. Que t'es pas juste français, que t'es pas juste américain ou britannique. On va te dire, oui, t'es allemand, mais t'es noir. Donc, forcément, pour toi, ta diaspora, c'est ton pays d'origine. Et je pense que j'ai pris conscience quand je suis venue au Canada de la double identité, que je sois française et africaine. Parce qu'en France, toi, tu te considères français, mais on te considère pas spécialement français. Et quand je suis venue en stage en 2015, tout le monde m'attendait en me disant « Oh, mais c'est toi la française, dis-moi comment c'est, il y a la Tour Eiffel, c'est comment ?» Tu sais, moi, je me disais, j'étais impressionnée. Après, j'étais en Ontario, donc c'était des anglophones. Ok, d'accord. Mais dans leur tête, et même quand je suis partie en Australie, les seuls, j'ai vu juste un couple de Noirs, c'était je crois que c'était Zimbabwe ou Mozambique. Et c'était les seuls Noirs que j'avais vus pendant mon séjour à Sydney. Et ils étaient tout contents, ils me disaient « Ah, mais c'est toi la française !» Alors que
Après, on a parlé du fait que j'étais congolaise. On dit, ah, mais c'est la famille et tout. Mais j'étais une Française. Ouais. Et ici, pourquoi j'ai dit cette double identité? Parce que, tout de suite, t'es représentante de la France. Alors qu'en France, tu le vois pas spécialement. Mais il y a aussi ce côté que tu veuilles ou non, tout de suite, tu te rattaches aux Africains. C'est vrai. Que ce soit ivoirien, camerounais, angolais, ce que tu veux. Tout de suite, tu sais, c'est comme si on était attirés. Donc, tu te sens diaspora africaine. Moi, c'est vraiment quand je suis arrivée au Canada que j'ai pris conscience. Ok. Je pense que c'est quand je suis venue, du coup, je suis arrivée en Europe et notamment en France. En fait, moi, déjà, j'ai un rapport à la justice et tout ce qui est injustice. J'ai commencé à découvrir un peu le racisme. On te regarde, bon, je ne l'ai pas spécialement vécu de façon directe, frontale. Mais j'ai des petits regards par-ci, par-là, parce que bon, les gens sont curieux, ou même des gens qui ont subi de la discrimination, même les vidéos qu'on regarde par rapport aux États-Unis, toutes les violences et tout. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des gens comme moi qui souffrent, en fait. Parce qu'ils me ressemblent. Parce qu'ils sont noirs, donc ils souffrent. Donc, en fait, et du coup, j'ai commencé à voir des mouvements de, oui, les noirs descendent dans les rues pour protester, pour faire valoir leurs droits. Je me suis dit, ah, d'accord, donc c'est ça la diaspora, en fait. Et j'ai vu différentes personnes se joindre à cette cause-là, en fait. Et c'est là, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Donc, quand les gens parlaient de diaspora, c'est ça, en fait, cette diaspora-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, dans un pays où ils ne sont pas, en fait, vraiment considérés. Et du coup, ils essaient de créer une sorte de communauté, en fait, pour s'entraider, pour s'unir, et afin de combattre tout ce qui est les injustices, les discriminations et tout. Je pense que c'est ça, en fait. Et je me suis dit, c'est une bonne cause. Ouais. Moi, pareil, ma réflexion sur le thème a vraiment eu lieu en clash avec quelque chose. Okay. Quand je suis venue ici, c'était la première fois, et je pense qu'on en a parlé dans tellement de conversations, que pour beaucoup d'entre nous, Africains, c'est ici qu'on réalise qu'on est noir, qu'on est quelque chose d'autre, et même ce dont tu parlais, Prisla, le concept de... même en dehors de la double identité, l'intersectionnalité, le fait de faire partie de beaucoup de monde en même temps et être adressé, et ton rapport avec la société se module en fonction de la partie de ton identité qui est mise en avant. Donc, par exemple, à l'intérieur de la diaspora africaine en tant que Camerounaise, je vais porter l'ambassade de mon pays, et même par rapport à ça, je vais être jugée si je suis assez camerounaise, si je le suis pas. Pour les personnes qui écoutent le podcast, ils n'ont pas suivi le début, ils vont peut-être pas savoir, parce que j'ai pas l'accent typique qu'on attribue aux gens du continent. Oui. Donc, c'est ça, et pourtant, moi, mon passeport, le seul passeport que j'ai toujours eu, c'est le passeport vert de vraiment... Nous saluons le président. Nous saluons vraiment notre président. Il ne veut pas de double... En plus de ça, et c'est vrai que c'est un pays... C'est que de Kinshasa aussi. Ils ne veulent pas de double nationalité. Bon, mais c'est juste pour revenir sur le thème de la diaspora, je pense que c'est souvent en clash avec quelque chose. Tu essaies de t'identifier avec le fait que oui, tu es parti, mais le fait que tu es parti et que tu sois maintenant quelque part où on sent que tu es différent, culturellement, c'est ça qui fait que tu te rends compte que, ok, j'assume la décision de ne pas être, ou j'assume la réalité, ou je prends conscience de la réalité que je ne suis pas, ou les personnes qui ont la même culture, ou même, bref, tu vois, son. Et à partir de là, tu réalises ça, et tu adaptes aussi la façon dont tu bouges dans la société. Que ce soit pour t'intégrer davantage, chercher des gens qui te ressemblent. Tu sais, parce que on parle de diaspora, et même en termes de... Je sais pas, juste les diasporas je veux pas dire de religion, mais admettons, tu arrives dans un pays où tu vas chercher où sont les musulmans, où est la mosquée la plus proche. Tu vas chercher de te rapprocher, de créer ce petit monde que tu as laissé peut-être en allant quelque part. Donc, c'est ça, c'est comme un clash et une réconciliation. J'aime beaucoup ce que tu dis, Priscilla, parce que le rapport de force qui existe au niveau identitaire, on l'a tous. En fait, on l'a tous. C'est-à-dire que quand tu es même pour ceux qui sont en Afrique,
ils n'ont probablement pas ce problème-là. Mais dès l'instant où tu es hors de ton pays d'origine, tu es hors de ta zone de confort, parce qu'il y a un vieil adage chez nous qui dit qu'on n'est jamais mieux que c'est soi-même. C'est-à-dire que dès l'instant où tu sors de chez toi, il y a un rapport de force qui se crée. Et moi, je me souviens quand j'étais à la fac, par exemple, c'est là où j'ai eu notamment mes premiers conflits avec la police française. Et je me souviens à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que peu importe ce que je vais avoir comme pièce d'identité, on va toujours me renvoyer à mon identité africaine. Tu comprends? Donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, qui de mieux que moi de me rapprocher toujours des miens? C'est-à-dire qu'on est toujours l'homme, de façon générale, a tendance toujours à se rapprocher de ses proches. Des gens qui lui ressemblent. Donc, finalement, ça a été beaucoup plus prédominant dans ma démarche quotidienne de dire, je pense que c'est le côté africain qui ressortait. Parce que m'en parler, ma façon de faire, le manger, c'était ça qui me consolait, qui me ramenait à ce que j'étais, à mon identité. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux me présenter un sandwich niçois, ou un crudité, c'est pas mon truc. Moi, je veux manger le pondou. Tu comprends? Je veux manger. Si tu me présentes le ndolé face à un crudité niçois, attention. Non, mais attends, je vais être beaucoup plus attiré au ndolé que le niçois. Pourquoi? Parce que c'est mon identité africaine, tu comprends? Parce que je connais. Tu sais, on est beaucoup plus attiré à ça. C'est pour ça que le rapport de force est très important. Et encore plus, ce que j'ai beaucoup plus apprécié à ce que je suis aujourd'hui, c'est quand je suis arrivé ici. Parce que en France, t'as comme un peu, en tout cas, on l'a tous vécu, moi, en tout cas, je l'ai vécu, c'était beaucoup plus... une dualité au quotidien de se dire, quand t'es avec tes collègues, tu veux plus ressembler aux Français que t'es. Dès que t'es avec la famille, ben, t'es africain. Donc, t'avais toujours cette double personnalité-là que tu devais jouer. Mais alors qu'ici, ça a disparu, ce côté-là. C'est-à-dire que je sois avec des Québécois, des Canadiens de façon générale, je reste un Africain. Ils se posent pas la question de savoir d'où tu es. Et ça, cette question-là, on me l'a plus posée depuis 10 ans. Pourquoi je l'ai connue? Pourquoi je dis? Parce que c'est beaucoup en France qu'on me posait sur la question d'où tu es. Tu sais, quand tu dis t'es français, mais d'où? Tu sais, ils voulaient toujours savoir d'où tu venais pour te mettre dans une case. Mais en réalité, ici, les gens s'en foutent de savoir d'où tu es. Et c'est là où vraiment je trouve que c'est encore plus important au Canada de se sentir africain, tout simplement. Là, ce que tu viens de dire, là, le fait de demander d'où tu viens, ça me fait penser à quelque chose. Là, l'été dernier, j'ai ma cousine qui est venue me rendre visite à Montréal. Et en fait, on est sortis, je lui ai présenté des amis, et on lui a demandé, oui, tu viens d'où? Et elle a répondu, bah, je suis française. C'était un noir qui lui posait la question, une fille noire et tout. Et après, en fait, cette personne s'est dit, mais en fait, vous les Français, en tout cas les Noirs, la diaspora française, quand on vous demande, en tout cas j'ai remarqué la plupart du temps, quand on vous demande d'où vous venez, en fait, vous dites automatiquement, on est Français. Moi, je suis Noire, je te demande, je sais très bien que tu es Français, même à ta façon de parler, je sais très bien que tu viens de la France. Mais moi, en tant que Noire, quand je te demande d'où tu viens, j'ai envie que tu me sortes ton pays d'origine. Pas que tu me sortes... tout de suite... la carte française. La carte française. Et du coup, elle, ma cousine a dit, ah ouais, c'est vrai. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit, oui, j'ai remarqué ça aussi, tu vois. Et elle est partie en vacances à Dubaï. Et en fait, elle a fait une story snap où elle demandait aux gens, ah oui, vous les Français, en tout cas de France, en tout cas les gens de la diaspora, quand vous allez à l'étranger, ailleurs, quand on vous demande d'où vous venez, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'on a tendance à automatiquement dire notre pays d'origine ou le pays d'accueil? Bah, tu vois, moi, à cette question-là, ça dépendra des gens que je veux avoir en face. Je suis d'accord. Moi, c'est ça, c'est ce que je lui ai répondu. Exact. En fonction de la personne que j'ai en face, c'est clair que si un noir me pose cette question-là, je pense qu'il sait très bien d'où je viens. Genre, il sait très bien que, bon, on vient de la France avec la façon de parler et tout. Mais oui, c'est genre... si c'est un noir, je sais qu'il veut savoir de quel pays d'Afrique. En fait, c'est logique parce que je me dis, Joanna, elle me voit en face et puis elle me dit, oh, mais tu viens d'où? Tout de suite, pour moi, c'est logique que je lui dise, ah, mais je suis du Congo. Parce que je me dis, elle est d'une origine, on va échanger, on va avoir un lien par rapport au fait qu'on soit peut-être africaine ou tout simplement noire parce que peut-être qu'elle a l'autre haïtien ou antillais. Mais pour moi, c'est tellement logique quand un non-blanc me demande, tu viens d'où?
Apparemment, Ça, pour moi, ça fait tellement de sens. Ouais, j'ai plusieurs personnes, des Noirs d'ici qui m'ont dit que, oui, ils posaient la question plusieurs fois à la diaspora, du coup, française, et la plupart du temps, moi, la réponse qui sort. Ça a été vraiment le contraire, parce que les gens que j'ai rencontrés ici, pour la plupart, c'était des Africains qui venaient d'Afrique. Et souvent, quand on se croisait, mais tu viens d'où? Je disais, je suis congolais. Mais c'est même eux qui me posaient la question, mais t'as un accent français. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est là où j'étais obligé de leur dire, oui, c'est vrai, je viens de France. Ça m'est déjà arrivé aussi. Je suis totalement d'accord. Oui, c'est vrai. Et c'est eux qui me ramenaient à la France. Mais moi, automatiquement, comme tu dis, non, mais moi, je viens de l'autre côté d'Afrique. Mais c'est souvent eux qui me disent, mais pourquoi tu as un accent français? Je suis totalement d'accord. Tu vois, ou pourquoi c'est vraiment ça, ce qui fait que ça changeait un peu la donne. Mais de façon générale, ils s'en foutaient en même temps, parce que du coup, c'est juste que c'est intriguant. Exactement, c'est intriguant. Mais dès l'instant où tu te poses avec eux, tu te positionnes en tant qu'Africain, c'était réglé le problème. Moi, j'ai une question, en fait. Parce que c'est un thème qui m'a toujours intriguée, cette sensibilité par rapport à la question « tu viens d'où ?» Parce que j'imagine que, dépendamment de, tu sais, au début, tu parlais de comment est-ce que, peut-être des gens d'Allemagne, des gens de France, il y a certaines personnes qu'on va essayer de catégoriser, et je pense que c'est humain aussi, mais je me demande, et peut-être que vous pouvez m'aider à réfléchir à la question, quand vous voyez quelqu'un et que vous lui demandez « tu viens d'où ?» c'est quoi l'information que vous voulez vraiment? C'est quoi que vous cherchez? Parce que, je vais expliquer pourquoi je pose la question, c'est que entre Africains, c'est vrai que, si on a un événement africain, on veut savoir tu es quel type d'Africain, en fait. Tu es de quelle région? À quel point est-ce que je peux relate à toi, ou qu'est-ce qui explique, je sais pas moi, à quel point est-ce qu'on cherche un point de contact, en fait. Je sais pas si pour un Québécois, comment on dit? Caucasien? Non, euro-canadien, en fait, finalement, parce qu'on dit afro-canadien, mais euro-canadien. Quand lui pose la question à quelqu'un qui, clairement, peut-être vient fraîchement d'immigrer, c'est quoi? Est-ce qu'il cherche un point de contact? Est-ce que c'est... Ouais. Moi, je pense que si un jour je suis amenée à poser ce genre de questions, c'est que j'aimerais savoir ton pays d'origine. Genre, si on se croise ici et que je sais pas, si j'ai un Indien en face de moi ou un Pakistanais ou même un Noir, j'aurais envie de savoir son pays d'origine, parce que je sais qu'on est tous venus ici à la recherche de quelque chose, tu vois, ou pas. Donc, c'est plus son pays d'origine, tu vois, pour... Moi, je pense que c'est la même chose que dit Chérie, le même Destin tout à l'heure, quand il disait ce côté un peu de... On veut se regrouper d'appartenance. Tu sais, tout de suite, comme tu as dit, tu as bien donné un exemple, même un Indien. Tu sais, tout de suite, on est, comme je disais dès le début, on est des ressortissants de nos pays d'origine. Ça veut dire que personne, surtout le Canada, c'est l'exemple flagrant, on est tous, même si d'autres, ils veulent pas croire, mais on est tous étrangers. On va couper cette partie. On est tous étrangers. Donc, logiquement, moi, quand je vois quelqu'un, c'est intriguant de se dire, toi aussi, t'es ici. Pour quelle raison t'es là? Moi, je suis venue pour peut-être économique, étudier, nanana. Toi, t'as quitté ton pays, que ce soit même si c'est un Indien qui vient d'Italie, mais c'est intriguant de se dire, t'es venu pour quoi? Et j'ai l'impression que tout de suite, ça nous rassemble. Moi, je pense que c'est ce côté de... C'est intéressant parce que ça nous rassemble, en fait. On essaie de trouver des similitudes, en fait. Moi, j'ai une anecdote à raconter. C'est marrant parce que quand il y a eu la guerre au Congo, il y a eu une grande partie des enfants les enfants dont les parents étaient de la classe politique, qui se sont retrouvés en France. Et quand on les croisait souvent, que ce soit en boîte de nuit ou dans les bars, la phrase qui revenait souvent, on est maintenant same. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, on est dans la même galère maintenant. Parce qu'au pays, vous bombez, ouais. Vous bombez. Le torse, aujourd'hui, maintenant, on est dans la même galère. C'est la même chose qui me revient quand je vois des Français de souche ici, ou même aux États-Unis. Ils ont la même galère. C'est-à-dire ils font les papiers, ils font la queue comme nous. Est-ce que tu comprends? Surtout les questions d'immigration. Exactement. Il y a des Français, des personnes blanches qui m'ont dit, ah ouais, en fait, l'immigration, wow. Et justement, à ce point-là, des gens qui sont en fait dans leur pays d'origine. J'ai des amis autour de moi qui sont français de souche, qui viennent de différentes provinces, qui me disent, qu'est-ce que c'est galère de faire l'immigration. En fait, ils se rendent compte la galère que nos parents, que nous, on a connue
à devoir aller en préfecture pour faire nos FAF, nos papiers. Et eux, ils sont en train de vivre la même situation. Donc finalement, pour revenir à la question d'où tu viens, et moi, si je la pose, c'est plus dans un but, selon les gens. C'est-à-dire, quand je la pose à un Africain, comme tu dis, c'est plus dans un but de créer une relation d'amitié. Ok? Selon les gens, je vais avoir, par exemple, je vais pas interagir avec un Guinéen de la même façon que je vais interagir avec un Camer, tu comprends? Parce que le Camer, il est plus proche de moi que le Guinéen. Mais, anyway, on va avoir les mêmes interactions parce qu'on se comprend. Lui, s'il parle en criant, je sais que c'est comme ça qu'on parle en Afrique. On s'en fiche, là. Je serais pas choqué. Mais si, par exemple, j'ai en face de moi je dis n'importe quoi, un Indien ou comment on appelle ça, ou un Australien, j'aurais pas la même interaction. C'est-à-dire, quand je veux lui demander d'où tu viens, c'est plus par curiosité. Mais toutefois, l'interaction, selon comment le deal va se passer, ça va se passer comme ça. Donc, c'est vraiment en ce sens-là, mais une fois de plus, on reviendra toujours à la même chose. On est toujours amené à aller plus proche de nos semblables. Alors, Joanna, on t'a aidé à répondre à la question. À la question. Oui, je pense que ce que j'entends surtout, c'est le désir de connexion. Ok. D'avoir besoin d'un point d'ancrage, en fait, pour des fois peut-être briser la glace, des fois se sentir un peu moins seul, parce que une des caractéristiques aussi, je pense, des différentes diasporas, c'est la solitude et le fait d'être loin de la maison et d'essayer de trouver en fait cette communauté. Donc c'est créer ces points de contact par la voie la plus rapide. Et puis qu'est-ce qui est plus rapide que juste voir une personne et se dire est-ce que t'es comme moi, est-ce qu'on est dans le même bateau. Parce que même quand je réfléchis aux Noirs, justement, que tu as dit, que t'as mentionné, qui disent qu'ils sont français avant tout, moi, je sens une distance. Quand quelqu'un me dit, je suis française, je suis comme, on n'est pas pareil. Parce que moi, j'ai pas vécu en France du tout. J'ai vécu au Congo-Brazzaville, j'ai vécu au Zimbabwe. Bon, je suis ici depuis une dizaine d'années, mais je suis comme, ok, on n'a pas le même vécu. Creuse encore. Je suis d'origine. Ok. Là, on peut partir sur une base commune. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Mais tu sais ce que tu dis, et je rebondis sur quand tu parles des papiers. Je pense que le Canada m'a rendue humble. Vraiment. Pourquoi? Parce que ça t'a maturé. Ça m'a rendu humble. Ça m'a maturé humble. Pour deux choses. La première chose, quand tu as dit la distance, faut savoir, je pourrais pas généraliser, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Nous, les enfants nés en France particulièrement, quand on était jeunes et qu'on voyait des gens qui étaient nés au pays, il y avait beaucoup de hiérarchie. C'était ce côté où, je sais pas pourquoi, d'où ça venait. Peut-être parce qu'on était en lutte nous-mêmes, parce qu'on voulait être reconnus comme des vrais Français. Donc tout de suite, on se disait, nous, on a nos combats, vous avez encore plus de combats que nous. Mais il y avait un peu ce côté de mépris. Quelqu'un qui était né au bled, qui venait, surtout les gens qui étaient grands, Yako, Cheryl. Les gens qui venaient, ils étaient grands déjà dans la classe, ils avaient un fort accent. Tu sais, aujourd'hui, je trouve que c'est beau. Arrête de rire, Destin. Les gens sont traumatisés encore. C'est beau aujourd'hui, je me dis, c'était tellement bête, mais parce que c'est, comme on dit, c'est comme on a été éduqués dans notre environnement, qui nous était reflété. Mais plus jeune, c'était vraiment ce côté où quelqu'un avec un accent qui était pas français, qui avait d'autres hobbies qui étaient pas français, tout de suite, tu sais, pour nous, c'était we are not friends. Why? Pourquoi? Parce que je pense que c'était vraiment personnel, ce côté où on luttait à être accepté par les Français. Comme tu as dit, t'es avec un caucasien, tu prends ton meilleur français, tu chocoles le mieux. Oui, non, mais très, très bien. On va t'énerver, tu vas dire. J'ai été guettée. Mais tu vois, c'est ce genre de choses qui fait que c'est la première chose que j'ai apprise quand je suis venue. Ce côté où la personne qui est en face de moi, je sais que c'est un noir. Que tu viens d'Allemagne, que tu viens même du Brésil, t'es un noir. Donc, j'ai envie de savoir, tu viens d'où? Tu sais, même si j'ai des noirs autour de moi qui sont cubains, c'est hyper intéressant. Priscilla, dans ton discours, t'as dit un truc qui va me ramener à la prochaine question que je vais vous poser. C'est que t'as parlé de, oui, quand on était jeunes,
les gens qui venaient les Africains qui venaient et tout, on les appelait les blédards parce qu'ils avaient un accent et tout, donc automatiquement. Sauf que c'est pas qu'on était jeunes, hein, ça continue jusqu'à maintenant. C'est fou quand même. Hein. Ça continue jusqu'à maintenant. Je sais pas si t'as regardé un peu la cérémonie des flammes, là. J'avais regardé un petit peu, ouais. Voilà, il y a un artiste, un rappeur ivoirien, Imra, je sais pas si vous connaissez. Il est venu faire un discours, mais du coup, il parlait un peu avec en Côte d'Ivoire, le langage de rue, c'est un peu le nouchi. Il parlait, mais avec un gros accent parce que, c'est son pays. Voilà, il parle pas le français comme, comme les gens aimeraient qu'il. Et mais faut te dire qu'il s'est pris des déferlants de haine, des insultes. Ah, c'est qui ce blédard? C'est qui ça? De la part, c'est pas des personnes blanches, hein, c'est des personnes noires. Oui, moi, ça m'étonne pas. En fait, j'essaie de réfléchir toujours à ça d'un point de vue... On va pas dire je sais pas, c'est quoi la science qui étudie les mouvements, les personnes, les humains, bref. Tu veux quoi, l'ethnologie, l'anthropologie? Anthropologie. Se demander pourquoi les gens se comportent comme ça. C'est quoi la source de ça? Et essayer de trouver une explication à ça, parce qu'on peut être révolté comme on veut. C'est un comportement humain. Et je me dis, de la façon dont je me l'explique, et après je sais que tu avais une question à poser. Ouais, non, t'inquiète, vas-y. Mais c'est... les gens ont peur. Okay. La peur est quelque chose de viscéral. J'y viens. Ok. Ah, excuse-nous. Non, j'arrive. Mais après, je peux pas l'expliquer parce que je ne sais pas et j'ai pas eu cette expérience-là. Comme je dis, je suis pas française, je n'ai pas... Mais c'est ce que j'observe. C'est que, en fait, en France, il y a une hiérarchie sociale à laquelle est directement corrélée ta chance de survie dans la société. Que ce soit survie professionnelle, survie dans ta santé mentale, survie de ta santé financière, survie... C'est la guerre, c'est la compétition, tout le monde est en compétition. Et plus tu te rapproches des strates élevées de la hiérarchie, genre pensez au 1% le plus riche, qui va être probablement blanc, probablement âgé, probablement très éduqué, probablement... Plus tu te rapproches, plus tu as des chances de survie. Et plus tu te rapproches des strates en bas, tu viens juste d'arriver, tu n'as peut-être pas d'éducation, tu n'as peut-être pas le langage, tu as peut-être... Moins tu as ces chances de survie là. Et donc j'ai l'impression que c'est la peur qui motive les gens à rejeter. Tu sais, comme ce dont tu parlais, de se dire, moi je veux pas me mélanger parce qu'on essaie de... Nous on veut être là-bas. Mais le but d'être là-bas, c'est quoi? C'est pas juste une question de je veux faire genre. C'est je veux survivre. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que quand on a une entrevue, et on a beau... Ça vient tout seul. Non, c'est vrai. Oui, parce que c'est une question de survie. L'entrevue est corrélée à est-ce que je vais avoir de l'argent pour me nourrir, pour me payer ci, pour me payer ça. Et donc voilà la carapace que je dois prendre, voilà le camouflage que je dois, dans lequel je dois me mettre pour pouvoir... Et donc, à partir de là, je me suis fait une raison. Je me dis, ça m'étonne pas. Et en France, c'est dur. C'est pas comme ici. Parce qu'ici, les choses sont un peu plus équilibrées, je trouve. Tu vois, tout le monde a un peu une chance. Tu vois, c'est plus équilibré qu'en France. Déséquilibré quand même, mais les inégalités sont pas aussi marquées et profondes. Et c'est pas les mêmes groupes qui sont visés par toutes ces mesures politiques-là. Mais déjà, on a un pays d'immigration. Exact. Et c'est un pays plus jeune aussi. La France, c'est depuis... Depuis, on parle de la grotte de Lascaux, je sais pas comment ça s'appelle. Lescaux. Je vais revoir mes références. Mais trop d'histoire. Tu as vu? Mais depuis, on nous parle de ça. Toutes les vagues qui ont immigré. Après, c'était peut-être les Noirs en ce moment parce que c'est ce qui est tendance, mais ça a été les Noirs ici aussi. Hein. Après, maintenant, on est passé aux Arabes, on est passé mais avant ça, c'était les Portugais en France. À un moment donné, les Irlandais, ils ont pris cher aussi. Mais c'est parce qu'au fur et à mesure que le temps passe et que les générations avancent, la strate augmente. Les Irlandais se sont mis un peu mieux, tu vois. Et donc, et pareil pour les Asiatiques, pour toutes les classes qui sont arrivées. Quand tu arrives là, tu commences au palier 0. Mais tu sais, juste pour la petite dernière phrase que tu viens de dire, c'est fou. Parce que quand tu as parlé de chacun se met mieux, je vois de manière plus générale, tu vois l'Asie, l'Afrique. Ce côté où, genre, tu sais, souvent on aime dire, oui, mais la Chine, la Corée, à l'époque, regardez comment c'était, mais regarde aujourd'hui où ils sont. Anticiper mes questions. Non, je suis trop investie. On va laisser Chérie le reprendre. Vas-y. Calme-toi. Garde ton Pardon, c'est mieux. Joanna, t'as dit un truc super intéressant.
bon, c'est la question, toi, la question que Christelle m'a volée. En fait, le tout, c'est que j'ai remarqué que oui, là, on a parlé de diaspora, on a donné nos définitions et tout, mais en fonction des zones géographiques, c'est pas la même, on n'a pas les mêmes combats. Alors qu'on a tendance à s'identifier les uns aux autres et tout. La diaspora africaine qui vit au Canada, bah, en fait, rencontre les mêmes problèmes que moi, la diaspora africaine qui vit en France. En France, le problème de communauté, il faut savoir que c'est dans le droit constitutionnel français, la communauté, là, c'est pas permis, ça n'a pas de valeur juridique. La communauté, c'est vraiment juste la communauté des citoyens ou la communauté, je sais pas, citoyenne... Française. Genre, même dans les statistiques françaises, tu n'as pas le droit de dire il y a tel nombre de Noirs en France. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Dans les textes. Dans les textes. Ça, c'est une façon de se protéger aussi. Tout à fait. Parce que du coup, quand tu dis, mais pourquoi j'ai pas le droit de... Bah non, c'est écrit. Parce que le 9-9, souvenez-vous, le 9-9. Exactement. Ils en ont fait des stats là-dessus et ils savent exactement le nombre de gens. Même, il y a des gens il y a des personnes qui travaillent dans tout ce qui est ressources humaines qui te disent que, bah, ils ont des quotas, tu vois. Exact. Mais, ils peuvent pas le dire légalement. Ils peuvent pas le dire légalement. Et franchement, il y a des lois qui protègent ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils parlent pas de communauté. On veut pas parler de communauté. Tout à fait. Alors qu'il y a des communautés. D'ailleurs, un des premiers hommes politiques qui a commencé à parler de communautarisme ou de communauté, c'était Sarkozy. Et très vite, il est revenu à la réalité en disant que bon, on n'en parlera plus parce qu'il avait même essayé, je ne sais pas si ça a été mis en place, il avait essayé d'instaurer la discrimination positive. Voyez-vous, mais je ne sais pas. Mais c'est très important ce que tu dis parce que regarde, moi personnellement, quand je vais en France, je regarde les frangins qui sont en France, j'ai pas envie de retourner. Ils sont en galère, sincèrement. Moi, par rapport à moi, là où je suis, je dis, mais vous êtes sérieusement en galère. Les mecs, ils habitent dans des HLM depuis des années, et ils sont toujours dans les mêmes coins. Certains habitent dans des maisons qu'ils ont achetées. Mais tu vois l'état de la maison, tu te dis, ouf, c'est galère quand même. Pour le prix que tu as payé, c'est galère. Attention. On s'entend quand on peut parler de gens qui essayent. Certains, ils essayent, bien évidemment. Mais cela dit, quand tu regardes, comparaison n'est pas raison, mais quand tu compares un tout petit peu la diaspora africaine qui est ici versus celle qui est en France, pour ne pas citer l'Europe entière, parce qu'il y en a qui pèsent littéralement. Je prends l'exemple de ceux qui sont en Suisse, ils pèsent véritablement. Ou même au Luxembourg. Même au Luxembourg, exactement. Mais quand tu regardes ceux qui sont en France versus ici, non, il n'y a pas match. Il n'y a pas. C'est vraiment... Même au niveau de la il y a un gap qui est énorme, qui est difficile à atteindre. Ce qui fait que, comme tu disais, la France est un pays élitiste. C'est-à-dire que pour être en mesure d'être reconnu, d'arriver dans les strates, comme tu dis, il faut sortir de l'ENA. Il faut sortir de l'ESSEC ou même simplement de la Sorbonne. Mais quand tu as fait Paris 13, comme moi, tu vas galérer pour avoir l'emploi. Tu comprends? Et c'est là où c'est toute la différence que nous avons. Alors qu'ici, que tu sors de l'UQAM, que tu sors de, comment on appelle ça, du Saskatchewan. Oui, de l'université de Moncton, parce que j'en connais plein qui sont sortis de l'université de Moncton. Mais il a rien à péter, parce qu'en réalité, tu sors d'université, tu as le niveau. Et d'ailleurs, moi, un truc, tu sais, j'ai des ados, là, tu sais, j'en ai un qui a 20 ans, et je lui disais, il me dit, mais moi, j'ai envie de faire BTP. Il n'a pas envie de faire l'université. Il a dit, moi, je vais aller faire un DEP de BTP. Et j'ai dit, bravo. Tu sais, je ne me prends pas la tête. Mais quand il a annoncé ça à sa grand-mère, elle était choquée. Parce qu'elle n'a pas la même mentalité mais lui et moi, on sait que les gens qui gagnent, dans mon quartier, je le vois, les gens qui ont des gros 4x4 garés devant chez eux, qui ont des grosses berlines, c'est les gars du bâtiment, c'est les gars qui font du chauffage, électrique, BTP, machin. C'est pas des gars qui travaillent dans les bureaux. C'est des gars qui travaillent dans le BTP. C'est-à-dire tout type de métier. Et c'est là où tu te rends compte que la réalité n'est pas la même. C'est-à-dire que quand tu sors de France, tu as envie de cumuler des diplômes jusqu'à avoir un doctorat. Mais en réalité, le mec qui est ici, quand il sait lire et écrire, il te monte une entreprise, après il fonctionne. Lui, il a envie d'avoir du cash tout de suite. Donc c'est là où toute la différence se fait. C'est pour ça que si on revient à la diaspora, on n'est pas dans le même game, c'est-à-dire on n'est pas dans la même mentalité.
C'est juste ça, c'est ça qui fait toute la différence. Ok. Et là, du coup, c'est quoi les grands défis, en fait, auxquels se heurte la diaspora africaine, là, aujourd'hui? L'unité. L'unité? Ouais, définitivement. Je C'est pense que vraiment notre premier plus enjeu. grand problème. Ouais. S'il y avait l'unité déjà entre les Africains puis les diasporas de chaque pays, on irait loin. On irait vraiment loin et on nous manquerait plus de respect. Mais tu sais, Priscilla, Non, pardon. tu sais, Priscilla, ce qui est Priscilla. Priscilla. C'est pas grave, C'est pas grave. ça fait des années, c'est pas grave. Ah ouais? Je m'excuse. Non, pas grave. Mais pourquoi tu me reprends pas? Parce que c'est pas grave. Elle a Ok. accepté C'est pas sa grave. double identité. Cool. Ok. Voilà. Mais tu Même dans sais, le prénom. Là où je trouve que cet enjeu-là est encore plus vicieux, c'est justement lié à ce qui s'est passé notamment au lendemain de la conférence de Berlin, au lendemain de la guerre. Parce que le dispatch qui s'est C'est fait, fait exprès. ça a été tellement fait de façon malicieuse et intelligente que aujourd'hui nous subissons encore aujourd'hui les méfaits de ça. Je disais par exemple récemment, là on en parlait, je disais regarde simplement le fameux continent. Tu sais, quand tu prends le Cameroun, tu connais le nombre d'ethnies qu'il y a au Cameroun, du nord au sud, mais c'est énorme. Ouais. Et la différence culturelle qu'il y a d'une province à l'autre, c'est énorme. Dans certains pays, il y a 2 ethnies principales, comme le Rwanda. Il y a des Hutus et les Tutsis. Mais dans d'autres, il y a 80, voire, je dirais même 80 grands ethnies principaux. Petit, tu vois. petit, ouais. Après, sans compter les petits, on peut parler même de plusieurs. Mais juste, et c'est ça qui fait toute la difficulté. C'est-à-dire que un jour, je me suis assis avec mon épouse, parce qu'elle est des Antilles françaises, on discutait comme ça, je dis, mais c'est quoi la difficulté que nous avons à s'unir? Il y a un truc qu'elle a sorti, elle a dit, premièrement, il y a la barrière de la langue. C'est-à-dire que quand les Noirs américains ou les Antillais, notamment d'Irlande, notamment des pays hollandais qui parlent anglais de façon générale, quand ils se retrouvent avec les Noirs américains, par exemple, un Jamaïcain avec un Noir américain, même si leur anglais est façon, mais le fait de parler l'anglais, ça les unit tout de suite. Oui, tu comprends? Mais nous, quand on sort d'Afrique, on a un problème de barrière de langue. C'est-à-dire que, hormis le français, si nous devons parler tous une même langue, ça va être compliqué. C'est-à-dire que le français, le francophone, c'est-à-dire le français de souche qui est en face, il va nous comprendre. Il va tous comprendre. Alors que quand tu prends les autres communautés, parce que je pense qu'on en est arrivé là, les autres communautés, par exemple, les gens qui viennent de Chine, ils parlent tous le chinois ou le mandarin. Ça, le chinois n'existe pas, là, c'est un peu comme tu dis l'africain, mais ils parlent tous le mandarin. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas de problème à se parler. Minimalement, ils parlent tous le mandarin, minimalement. C'est-à-dire que s'il y a d'autres patois qui existent ou d'autres langues qui existent en Chine, mais la plupart des Chinois parlent mandarin. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème. Et notre difficulté en Afrique, c'est ça, c'est que on parle tellement de différentes langues. En Afrique, on parle le portugais, on parle l'allemand, on parle le français, on parle l'anglais. Donc, rien que ça, entre nous, on a du mal. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un Nigérien. Dernièrement, je suis allé à Calgary, j'ai retrouvé des Nigérians là-bas. Comme mon anglais n'est pas fluide, on avait un peu du mal à discuter. Mais une fois de plus, c'est tout ce problème. Mais pourtant, ces gars-là, ils étaient cool. De voir un noir avec qui ils avaient discuté. Mais si on avait une langue commune, probablement cet enjeu n'allait pas se poser. Moi, je pense que la barrière de la langue fait partie des enjeux du manque notamment de l'unité qu'on a. Bon, vas-y, Joanna, j'ai l'impression qu'il y a ta gorge qui te démange. Donc, Tu veux chanter avant? Peut-être qu'elle veut chanter. Ah, mais je vais chanter. Vas-y. Tu peux. Les mics. Non, mais j'écoute et je médite sur ce que vous dites. Pour répondre à la question sur les défis, j'ai l'impression qu'un des défis principaux qu'a la diaspora africaine, c'est la réconciliation de son identité. C'est dur parce que justement, le fait d'avoir parlé de comment est-ce que nos pays ont été tracés, c'est comme si on a une sorte de schizophrénie collective, de savoir finalement on est où, on est quoi, comment est-ce qu'on se replace, parce que pendant des siècles et des siècles, on a construit nos sociétés sur une certaine stabilité, et en quelques centaines d'années,
tout a été complètement fracassé, il faut tout reconstruire. Sauf qu'on reconstruit même pas selon nos propres règles. Ouais, on reconstruit selon les règles. Selon les règles des autres, selon les règles économiques des autres, politiques des autres. Rien que quand on parle de la démocratie, ça vient de Grèce. C'était pas... On a vécu pendant des centaines d'années dans des pays très prospères, des empires très prospères, sans ces règles-là. Oui. Donc, c'est comme si... c'est le défi principal que moi, je vois. Après, évidemment, viendra l'unité, etc. Tu sais, t'as parlé des Chinois tout à l'heure. Moi, ce que j'admire beaucoup, sans nécessairement connaître beaucoup sur la culture, mais c'est ce sentiment de... En fait, de voir ces communautés ensemble. Parce que je pense qu'il y a eu... L'histoire de la Chine est comme l'histoire dans tout pays. Et même l'état actuel des choses peut être très compliqué. Mais il y a une identité, une unicité de se dire, OK, on sait qui on est et on sait en fait finalement où est-ce qu'on s'en va. Mais je pense que c'est ça qui est difficile. Et on est en train de réconcilier à la fois ça, le colonialisme, le néocolonialisme, le fait de la mondialisation qui maintenant vient créer un tourbillon où en fait on peut plus se focaliser sur nous-mêmes parce qu'on est en compétition avec le monde entier. L'individualisme avec nous-mêmes, c'est chaud de s'unir quand on voit ça et je pense que c'est pour ça que un exemple qu'on aime tellement lancer dans plein de débats, c'est quand il y a un business noir, le réflexe souvent ça va être est-ce que tu peux me faire ça plus cher parce que j'essaie de survivre aussi, viens on cède. Tu vois, donc c'est... je pense que c'est ça. S'entraider que dans les mauvaises choses, en fait, des trucs bizarres, en fait. C'est ça, donc c'est dur. Mais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais moi, sincèrement, ça va beaucoup plus loin que ça, notre problématique. C'est-à-dire que tu as parlé de schizophrénie, etc., mais ça va pour... Entre guillemets, hein, je veux pas me faire cassant. Non, mais c'est un très bon point, c'est vrai, en fait. Il y a un précédent épisode où je disais que les Noirs, on n'a pas de mémoire historique. C'est ça notre gros problème. Exact. On n'a pas de mémoire historique. Mais moi, je reviens toujours à une chose. On veut oublier notre passé alors que c'est pas ça la solution. Ouais. Mais une fois de plus, j'ai dit, n'oublions pas que les personnes qui ont écrit l'histoire, c'est les vainqueurs. Oui. Et ils ont tout fait, notamment parce que quelqu'un le disait, l'Afrique avait une histoire avant. Avant que le blanc n'arrive, l'Afrique existait et l'Afrique était une puissance. On a tendance à oublier que l'Égypte a été une domination mondiale pendant des siècles. L'Égypte avait conquis le monde. C'est le monde occidental, je veux dire. Donc, quand on a tendance à beaucoup oublier que les sciences sont nées en Afrique. Donc, quand on revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que on a changé les choses, on essaie de reconstruire avec l'identité de l'étranger. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire l'identité du vainqueur, en réalité. Parce que celui qui a vaincu sur nous, c'est celui qui a imposé notamment son système. Et un système qui perdure encore aujourd'hui et qui crée notamment ce qu'on appelle notamment les méfaits ou les effets néfastes que l'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés. À tel point que, récemment, je vous disais... ça date de quand qu'on appelle ça l'indépendance de nos pays? 60. C'est récent. 70, nos mamans existent encore. C'est-à-dire qu'on a des mamans ou des grands-mères qui existent encore aujourd'hui, qui ont connu la colonisation, qui ont vécu sous la colonisation. Donc, on a tendance à oublier que nos États sont encore tellement jeunes, alors que si je regarde à la Chine, qui est l'une des plus vieilles civilisations qui existent, et les Chinois l'avaient compris, c'est que malgré l'invasion qu'ils ont connue avec le Japon, l'Angleterre, ils ont réussi à rester en autarcie, à maintenir leur modèle, et ils ont recréé une société autour de leur modèle qui a fait qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas perdus. Et la puissance de la Chine, ce que nous n'avons pas, c'est que ils ont été longtemps une puissance démographique. Et aujourd'hui, on le voit, ils ont réussi à devenir une puissance mondiale en se focalisant sur leurs efforts et leurs forces. Ce qui nous manque réellement encore aujourd'hui, parce qu'on a malgré les forces, on a encore des gens sous nous qui sont encore au pouvoir, qui sont notamment je suis vraiment désolé de dire, qui sont nos leaders, qui continuent à pourrir nos États. Ouais. C'est pas l'intelligence qui nous manque, c'est pas la force qui nous manque. Malheureusement, on a des alliés des puissances coloniales qui sont
nos leaders qui continuent à pourrir nos États, qui continuent à pourrir nos conditions. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal. Et très souvent, quand on sort de là, quand on a la vue externe de l'Afrique aujourd'hui, ça fait pitié. En fait, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que là, en fait, on essaye, et déjà, nous, on gobe tout ce qu'on... On essaie de nous faire croire que quand les Noirs, la communauté noire, quand les Noirs se réunissent, c'est mauvais. La communauté juive, à aucun moment on dit que c'est mauvais. La communauté asiatique, à aucun moment on dit que c'est mauvais. Dans tous les pays du monde, il y a un quartier chinois, il y a un quartier juif. Un quartier italien. Mais oui, un quartier italien. Pourquoi quand les Noirs, Pourquoi quand les Noirs, ils sont ensemble, on parle de communautarisme? Tout de suite, ce mot-là, il est péjoratif. Parce que quelqu'un disait, et c'est marrant, parce que quelqu'un disait que les Noirs sont beaucoup plus intelligents lorsqu'ils sont en force. Mais exactement. Donc, probablement, si tu les laisses faire ce qu'ils vont unir, ils vont... C'est la tour de Babel. Regarde, je sais pas, mais je dis ça, mais par prétention, hein, mais je veux oser le dire. Il y a beaucoup de Noirs qui ont inventé des trucs incroyables. Mais bien sûr. La plupart des Noirs qui ont brillé dans des grandes compagnies, etc., ou les grandes sociétés, il y a beaucoup de Noirs qui brillent. C'est-à-dire que ils sont seulement individuels, mais prends-les maintenant ensemble. La dame qui a créé justement le défrisage, etc., elle est partie d'une idée idiote, en fait. Elle a vu l'état de la société, elle s'est dit pourquoi pas. Et hop, elle a créé. Il y a beaucoup de Noirs qui ont créé des trucs comme ça, en partant de rien. Et là, encore une fois de plus, je pense que si tu mets les Noirs ensemble, tu vas détruire les autres sociétés. C'est pour ça qu'ils pensent que la meilleure façon, c'est de créer le chaos à travers les Noirs. Diviser pour mieux régner. Et pour finir, justement, on parlait de ça avec certains amis, on disait que ce qui se passe, par exemple, au Congo-Kinshasa, actuellement, en RDC, avec la guerre qui a déjà tué plus de 12 millions de personnes, il y a personne qui en parle. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des Israéliens là-bas, il y a des Chinois, il y a des Occidentaux là-bas. Quand j'entends Occidentaux, que ce soit les Russes, les Américains, les Français, etc. Tout le monde est là-bas. Ils sont tous en train de se tirer la patte en mettant en avant notamment un autre pouvoir africain pour dire que c'est eux qui créent le problème. Mais la réalité, c'est que c'est pas eux. Derrière le Rwanda, là, derrière l'Ouganda, derrière je ne sais pas qui, il y a les Américains, il y a les Israéliens, il y a des puissances occidentales. Tout ça, pourquoi c'est créé? Parce que le jour où la RDC va devenir libre et indépendante et va être une force, tu connais le nombre de sociétés. Non, j'allais dire de matières premières qu'il y a dans ce pays-là. Le nombre matières grises qu'il y a là-bas, ça va être le boost de l'Afrique. Parce que, premièrement, elle est située géographiquement au cœur de l'Afrique. Et c'est énorme. C'est une mine d'or, en fait. Et c'est une mine d'or. Ce qui fait qu'ils font tout pour pouvoir la déstabiliser parce qu'ils savent qu'en la déstabilisant, on déstabilise toute l'Afrique. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Je voulais faire un shout-out vite fait à mon amie Stéphanie Boumba, que peut-être que vous connaissez. Nous te saluons. Qu'on salue, qui a créé un concept qui s'appelle ces afro-scientifiques d'hier et d'aujourd'hui, je pense que ça s'appelle comme ça, et elle a fait 1 ou 2 saisons où justement elle explore les scientifiques qui ont, comme tu as mentionné, créé ou été pionniers d'inventions et qui sont malheureusement pas crédités. Donc Stéphanie, si tu passes par là. C'est Stéphie Boumba, B-U-M-B-A sur Instagram. Voilà, elle est infirmière spécialisée, clinicienne, c'est ça qu'on dit? Oui. Ouais, exactement. Waouh. Donc, en fait, moi, ça me fait rire parce que je me dis, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à voir ça? On nous distrait. On nous distrait. Comme là, par exemple, ceux qui vont participer au rayonnement de l'Afrique, en général, ça va être les sportifs, les comédiens, les musiciens. Je dis pas que c'est mauvais, hein, pas du tout. Mais, en fait, il y a des intellectuels aussi africains. Et pour moi, en fait, pour que ça change, en fait, ces intellectuels, ils doivent prendre part au conseil d'administration. On doit être là où les décisions sont prises, en fait. Sinon, ça va jamais changer. Mais c'est pour ça que de ce qu'il disait, si jamais on les laisse accéder à un certain lieu, ça va être la catastrophe. Parce que, tu sais, moi je dis toujours, le problème du Congo, aujourd'hui, c'est que les gens qui veulent changer le monde, entre guillemets, font beaucoup de bruit. Et donc, dès qu'ils arrivent, on prend ta main, on te dit, tiens, l'argent, va faire telle chose. Tu dis, mais toi, t'étais pas opposant de première heure? Et puis c'est fini, tu vois. Donc tout de suite, dès qu'on voit que tu dis certaines choses intelligentes, on va essayer de te discréditer. On va essayer de
Tu sais, on va essayer de te casser. Si vous vous mettez 1, 2, 3 ensemble, opposition, rebelle, on va tout de suite vous casser. C'est pour ça que tu te dis, le jour où des gens qui disent, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de donner mon sang, j'ai pas peur c'est mon pays, je vais tout faire pour ça, et c'est des gens qui ne sont pas corruptibles, bah, je peux t'assurer que en face, ils vont avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la corruption. Comment tu peux te dire, moi, ce qui me choque, je me dis, un pays aussi grand, des étrangers viennent, et il y a personne qui peut les arrêter. Il y avait quelqu'un un jour qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait, si tous les Congolais s'unissaient pour aller faire la guerre, tu sais, à un moment donné, ils vont se sentir démunis dans le sens où, si tout le pays allait, et puis les premières personnes se faisaient tirer, les deuxièmes personnes se faisaient tirer, les troisièmes personnes, en fait, on est trop nombreux pour que tu puisses tirer tout le monde sans qu'on puisse réagir. Mais comme le truc, on nous garde dans la distraction. Même pas que les Congolais, c'est que même là, ce que le président burkinabé est en train de faire, t'imagines si, ne serait-ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal avait suivi ça, je vous promets que ça aurait fait une différence. 23 tentatives d'assassinat depuis. 23 tentatives d'assassinat. Parce qu'il dérange. Ouais, ce que peut-être j'aimerais ajouter, c'est vrai qu'il y a la guerre et tout, mais il y a des façons très pernicieuses d'infiltrer les personnes que tu colonises. Et je pense que la pire façon, ça a été la colonisation culturelle. Et c'est pour ça, tu sais, pour revenir au thème de la diaspora, on a finalement homogénéisé nos cultures au point où, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la langue, c'est mélangé. C'est mélangé. Qui dit mélangé dit personne n'a de repères. Donc même en dehors des armes, en dehors de tout ça, c'est le fait de se dire, en fait, c'est quoi le blocage de se dire, justement, on va faire barrage. Pourquoi ? Parce que peut-être certaines personnes sont corruptibles. Certaines personnes sont faciles je dirais pas tout le monde, mais il y a quelque chose qui est déjà poreux. Donc, on n'a même pas besoin d'envoyer toute l'armée du monde. C'est pas un rapport de force violent, mais c'est que nos frontières physiques, mentales, culturelles sont tellement poreuses que finalement, c'est un système qui bénéficie aux colonisateurs au point où on se dit, bon, voilà l'état des lieux, quoi. Mais maintenant, c'est quoi les solutions pour, du coup... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour... Ça revient vraiment à ma dernière question, c'est que quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour... en fait, pour débloquer ce truc-là, en fait, pour vraiment essayer de changer les choses, déconstruire. Moi, je dirais qu'un premier grand pas qu'on devrait faire, c'est se réconcilier avec nous-mêmes. J'ai souvent, encore une fois, des débats avec différentes personnes qui disent, mais un thème tout bête comme le mariage, pourquoi est-ce qu'on a intégré dans nos façons de faire le mariage occidental ? C'est ça le modèle de mariage, la robe blanche, le setting, le setup, vraiment, alors que tout le monde, depuis la nuit des temps, les gens se marient. On a des traditions qui sont nôtres. Donc, en dehors du mariage, les prénoms, les danses, les coutumes. Et même récemment, j'ai été à un spectacle de danse contemporaine où à la fin, malheureusement, j'ai pas le nom du metteur en scène ou du chorégraphe, mais il est burkinabé. Et il disait que la particularité de l'Afrique, c'est que notre culture n'est pas... Elle est ancestrale, oui, mais elle fait partie de notre présent. Contrairement à d'autres sociétés occidentales qui finalement étaient tellement aseptisées que quand tu parles de culture, il faut aller voir « Ah, ma grand-mère faisait ça ». Tu arrives aujourd'hui où la culture est dans la façon dont on vit. On danse, nos danses aujourd'hui sont pas très différentes de nos danses il y a 100 ans. Je vois ce que tu veux dire. Nos langues, pareil et tout. Donc, c'est le fait de réconcilier ça pour pouvoir, en fait, avancer avec confiance. Parce que tant qu'on a tu sais, à la fois, j'ai parlé de schizophrénie, mais un peu un syndrome de Stockholm aussi. On va pas pouvoir avancer avec certitude et se dire, bon, en fait, finalement, le système, là, ça nous avantage pas. Venez, on fait le nôtre. Ouais. C'est ce que je pense. Je pense que je dirais, ça me fait penser à l'épisode 2 sur le colorisme. Quelle référence elle se répond elle-même. C'est ça. Où je pense que ce que tu dis sur l'identité, c'est très important. Quand on avait commencé l'épisode 1 sur l'identité, si tu sais qui tu es, tu vas plus avoir peur de t'affirmer. Pourquoi ? Parce que si jamais on ne veut plus suivre d'autres modèles,
on est sûr de nous, on va savoir s'imposer. Dans ce sens où, diaspora, encore une fois, on est à l'extérieur, on représente nos pays, on représente l'Afrique en général. On n'aura plus peur de nos accents. On n'aura plus peur de la nourriture qu'on mange. Moi, souvent, on me dit, tu ramènes ta chikwango au travail, ça pue. La choucroute aussi, ça pue. Voilà. Vous avez tiré, j'ai tiré. Voilà. Donc, c'est plein de choses où il n'y a plus de... En fait, on s'assume totalement. C'est sûr que je vais pas venir m'imposer, mettre mon truc en plein milieu de la table, non, parce que je respecte aussi les cultures des autres, mais j'ai plus honte de mes cheveux, j'ai plus honte de ma couleur de peau. Ce genre de choses, je pense que si jamais on s'affirme et on arrive à le transmettre aux générations d'après, tu sais, c'est une continuité, c'est comme quand tu disais, mais si jamais nos enfants, nous-mêmes, on n'est pas sûr de la langue, de la culture qu'on est, nos parents, nos grands-parents décèdent, c'est perdu. Donc, je pense que la réconciliation avec l'identité, l'affirmation, être sûr... En fait, quand t'as pas honte parce que t'es sûr, je pense que ça va déjà changer beaucoup de choses. Tu sais, souvent, mon père me dit, on veut changer le monde, mais si tu changes déjà ta maison, ta rue, ton quartier, c'est un effet boule de neige. C'est vrai. Regarde les Nigérians, par exemple. C'est un peuple que j'admire beaucoup parce que ils ont leur nom, ils ont leur tradition, ils ont même dans des instances internationales, ils vont porter fièrement leur tenue, que je vais même pas dire tenue traditionnelle parce que c'est leur tenue. C'est leur tenue, c'est même dans leur musique et tu vois que c'est comme ça qu'ils avancent. Aujourd'hui, le Nigeria on the map en termes de musique et de rayonnement et tout. On va aller rapide, parce que là, on a dépassé le temps, on doit partir. Vite fait, rapidement. Il y a beaucoup de solutions. Je pense que moi, je retiendrai une chose, c'est non seulement les points d'intérêt, l'identité, reconnaître son identité, l'acceptation de son identité, ça c'est un des premiers points principaux. L'autre point aussi, c'est qu'on a des gens qui ont apporté des solutions. On a Serge Billet, qui est un écrivain ivoirien, qui est assez connu, qui a écrit beaucoup sur les Noirs. Ancelin aussi, je crois, j'ai oublié son nom là, mais c'est un ancien écrivain également, qui a écrit aussi beaucoup de choses sur les Noirs. Je pense que le modèle que nous avons, on a aujourd'hui des influenceurs, des leaders qui ont écrit notamment sur comment les Noirs peuvent s'en sortir à long terme ou sur la façon de voir les choses. Il va falloir qu'on se réapproprie notre histoire. Ça, je pense que c'est comme ça. Une fois qu'on va se réapproprier notre histoire, une fois qu'on va être en mesure également de l'enseigner dans nos écoles, on va être en mesure d'avoir comment on appelle ça, une génération forte. Non, mais... Les solutions, c'est pas ce qui manque. Il y en a assez. Moi, je suis d'accord. Pour clôturer, là, on a fini, mais moi, je dirais que, faut pas vraiment qu'on se limite. Faut qu'on arrête, en fait, de croire à ce que les gens, en fait, veulent nous faire croire. On a un potentiel qui est énorme. Cette diaspora-là, elle peut faire des belles choses. C'est-à-dire l'unité des Africains et l'unité des Noirs de la diaspora. En fait, si on s'unit tous là, on peut faire des grandes choses. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Et il faut qu'on arrive, en fait, à le comprendre. Et comme on a dit, il faut une révolution culturelle. Pas forcément des armes et tout, mais intellectuelle. Revenir aux sources, connaître notre histoire, d'où on vient et tout. Donc, vraiment, vous nous direz ce que vous en pensez aussi, mais... ne laissez jamais quelqu'un vous dire que c'est moi qui décide de quoi est-ce que je suis capable. Faut pas se limiter. Faut absolument pas se limiter. Donc, sur ce, merci beaucoup de nous avoir regardés aujourd'hui et j'espère que le sujet vous a plu et que n'hésitez pas à partager vos réflexions, à nous dire ce que vous en pensez. Et merci à vous tous là. C'était très intéressant. Merci beaucoup et à bientôt dans la Ciné Réflexion. Bye. Bye. Bye.